La terreur commence enfin sur l'île d'Egghead. L'un des monstres les plus dangereux apparaît devant l'équipage du chapeau de paille. La véritable menace après Kaido est là. Il est l'incarnation du mal absolu. Jay Garcia Saturne, l'un des 5 doyens, révèle une puissance terrifiante, jamais vue auparavant dans l'histoire, et va même plus loin en montrant une capacité complètement folle et inexplicable. Cela ne fait que confirmer la théorie selon laquelle les 5 doyens sont en réalité des démons qui ont dominé la Terre et réduit l'humanité en esclavage. Bartholomew Kuma est l'un des personnages les plus maltraités de One Piece, voire le plus injustement traité. Dans l'épisode 1129 de l'anime, nous plongeons dans le profond passé tragique de Kuma. Les mots ne suffisent pas à le décrire. Ce qu'a vécu ce pauvre homme vous brisera le cœur et vous arrachera des larmes sans même que vous ne vous en rendiez compte. Alors, vous aussi, préparez des mouchoirs, car nous sommes sur le point d'entrer dans le plus grand flashback dramatique de tout One Piece. Mais avant de commencer l'analyse complète, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de nos analyses passionnantes de One Piece. Kuma est l'un des derniers membres d'une race connue sous le nom de Grands Pirates, ou Buccaneers, un nom inspiré d'un véritable terme utilisé pour désigner les pirates et mercenaires des Caraïbes, un clin d'œil subtil d'Oda à la piraterie réelle. On ne sait pas grand-chose de cette race, à part que Kuma en fait partie, et que le gouvernement mondial les craint. Pourquoi ? Parce que ce sont des hybrides, un mélange entre des géants et une autre espèce humaine. Cela leur donne une force et une endurance surhumaines, sans avoir la taille gigantesque des géants. Ils peuvent donc se fondre un minimum parmi les autres. Oui, ils sont grands, mais comme on le sait, beaucoup de pirates célèbres dans One Piece sont grands aussi. Barbe Blanche, Oden, Doflamingo, leur taille n'a jamais été vraiment expliquée. Les grands pirates, eux, ont une explication. Et son nom, Kuma, signifie ours en japonais. Cela s'aligne parfaitement avec la logique des Shichibukai liés aux animaux et avec le nom de son attaque ultime, Ursus Shock, inspiré des constellations Ursa Major et Ursa Minor, la grande et la petite ours. Et j'aime à penser cela, car Kuma est une étoile brillante qui éclaire dans l'ombre de la nuit. En réalité, je pense qu'Oda veut nous présenter Kuma comme l'étoile du Nord, car il y avait une vraie étoile qui a joué un rôle essentiel dans l'histoire, autant pour les esclaves que pour les marins, l'étoile Polaris. Cette étoile servait de guide de navigation sans boussole, exactement comme le fait Kuma dans la série. Il envoie des personnages, qu'ils le sachent ou non, vers leur destinée, comme Luffy ou Bonnet. Et plus encore, l'étoile du Nord était un symbole d'espoir pour les esclaves dans l'histoire, tout comme Kuma. Il y a 47 ans, le jeune Bartholomew Kuma naît dans le royaume de Sorbet, situé dans la mer du Sud. Son père est un buccaneer et sa mère une humaine ordinaire. C'est tout ce qu'on sait d'elle. Dans le style classique d'Oda, la mère est ignorée. À l'âge de 4 ans, la famille de Kuma est capturée et réduite en esclavage à cause de leur sang de buccaneer. Sa mère est battue à mort et Kuma prie pour que sa souffrance se termine, d'une manière ou d'une autre. Dans un moment rempli de tristesse poignante, on voit Kuma pleurer la mort de sa mère. Une scène déchirante. Mais son père lui apprend alors l'histoire du guerrier de la libération, Nika. Il veut que son fils garde espoir. Il suive la lumière dans les ténèbres, une étoile du Nord pour le guider vers la délivrance. Nika, le dieu soleil, le grand guerrier qui libère les esclaves et les venge. Un jour, il viendra. Tout ce que Kuma doit faire, c'est tenir bon jusqu'à ce jour. Mais les dragons célestes n'étaient pas de cet avis. Ils ont tiré sur son père devant ses yeux. Et ce fut l'un des moments les plus horribles qu'on ait jamais vus. Tout est allé trop vite. Entre l'annonce de la mort de sa mère et l'exécution de son père sous ses yeux, Kuma a reçu une double dose de chagrin, au même instant. Mais ce n'est pas tout. Non, il y a encore plus. Car Oda sait jouer la mélodie du désespoir avec une précision dramatique qui touche en plein cœur. Mais cette scène, pour nous comme pour Kuma, est la plus douloureuse jusqu'à présent. Comment traverser une telle épreuve? Tandis qu'il souffre comme esclave, contre sa volonté, il apprend la mort de sa mère, puis voit son père se faire abattre sous ses yeux. Combien de temps ce petit cœur peut-il résister à tant de désespoir? Soyons honnêtes, Oda a brillé dans la construction de ce flashback dès cette scène, un passé qui dévoile la cruauté ultime de ces salauds, l'ennemi final que Luffy doit absolument faire tomber, peu importe le prix, car tant que ces monstres existeront, l'humanité tout entière est en danger. Et ce qui s'est passé après, lorsque Kuma assiste à la danse de son père imitant celle de Nika, essayant de transmettre l'héritage des Buccaneers à son fils, était bouleversant. Cette danse pleine d'espoir, transmise depuis des millénaires, était une menace pour le pouvoir des oppresseurs. Ils l'ont donc exécuté pour empêcher Kuma d'hériter de l'esprit de Nika. Mais pour eux, il était déjà trop tard. Nika vivait déjà dans le cœur de Kuma, et il a continué à résister. 5 ans plus tard, Kuma est envoyé sur l'île de God Valley, où les dragons célestes organisent le festival de la chasse humaine. Une abomination où les nobles célestes comme Figarland Garling chassent les esclaves pour marquer des points et gagner des récompenses. Kuma tente de s'enfuir, mais les autres esclaves le livrent lui-même, de façon cruelle. Il s'avère que la valeur de Kuma, de par ses origines, leur donnerait plus de chances de survivre. Et c'est là qu'il rencontre 2 autres esclaves, Emporio Ivankov et Ginny. Comme toujours,
toujours, Ivankov est un génie de l'évasion. Il met donc un plan en marche. À travers ce flashback, Oda relance le combat éternel entre opprimés et oppresseurs, entre emprisonnement et liberté, comme il l'a fait avec les hommes poissons. Mais cette fois, à travers Kuma, dernier représentant des Buccaneers. Et impossible d'ignorer le chapeau de paille géant à Marijoa. Était-il à un Buccaneer? Ce peuple, comme Zunesha, aurait-il commis un crime il y a 800 ans? Ont-ils réduit leur taille pour se cacher du gouvernement mondial? Rappelez-vous, Oda a souvent plaisanté sur le fait que Luffy est vu comme un géant dans le monde. Ce serait peut-être un indice majeur. Peut-être que Joy Boy était un Buccaneer et que le gouvernement n'a pas juste voulu tuer une race, mais éradiquer l'espoir. Et voici Kuma, l'enfant privé de ses parents, l'esclave brisé par la douleur, devenu symbole de liberté, ramenant l'idéal de Nika à la réalité. Car si Oda évite souvent de tuer des personnages dans le présent, il libère un torrent de souffrance dans les souvenirs. Avant, on parlait de meurtre et d'injustice. Mais là, c'est un véritable génocide. Le présent répare les erreurs du passé. Voilà pourquoi le présent est lumineux. Mais le passé regorge de ténèbres. Et l'incident d'Egghead, ce sera la mort d'un Gorosei. Car Oda l'a dit. Si vous débattez entre Amiral ou Yonko, je vous dis ceci. Il faudra les deux pour abattre un Gorosei. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Saturne possède une force illogique. Il regarde des personnages valant plus d'1 milliard de berries, comme des insectes. Bonnet est totalement impuissante. Sanji, lui aussi à plus d'1 milliard, ne peut rien faire. Franky tente de sauver son capitaine. En vain, face à la puissance mystérieuse de Saturne. Puis on découvre que Saturne peut se régénérer. Comme Marco le Phénix, il possède des pouvoirs uniques, jamais vus auparavant. Et plus étrange encore, il y a 38 ans, à Ohara, il avait exactement la même apparence. Il n'a pas changé. Ce qui confirme la théorie d'Ivankov, le fruit Ope no Mi a peut-être déjà servi à réaliser l'opération d'immortalité. Tous les Gorosei et peut-être même Imu. Mais attention, ne confondons pas immortalité et invincibilité. On parle ici de longévité, pas de régénération automatique. Et pourtant, cette régénération est incroyable. Serait-elle liée à un fruit de type yokai? C'est ce que Vegapunk pense. Et puis, cette aura mystérieuse émanant de Saturne, elle peut faire exploser les têtes de ceux plus faibles que des vice-amiraux. Nami, par exemple, aurait pu mourir si elle l'avait reçu, ou être gravement blessée. Ce pouvoir est terrifiant. Il peut écraser ses ennemis d'un simple regard, du jamais vu. Et la prochaine étape, Shanks pourra bientôt briser la matière elle-même par sa volonté, sans même regarder. Il l'a déjà fait quand il a croisé Barbe Blanche et que le navire tremblait sous son haki. On se demandait, comment instaurer de la peur après Kaido? C'était le plus fort, parce qu'on le connaissait. Mais ceux dans l'ombre, qu'on n'a pas le droit de voir, comme les Gorosei, eux, sont peut-être les plus puissants êtres du monde. C'est ainsi que l'auteur peut continuer à augmenter la menace et les défis que doit affronter notre héros principal. Oui, tous, on se pose la question, que se serait-il passé si Kaido avait affronté Saturne? Et l'inverse. C'est ainsi qu'Oda présente l'incident de God Valley au chapitre 957. Une île effacée de la carte lorsque Gold et Roger et Monkey D. Garp se sont alliés pour défendre les dragons célestes et leurs esclaves. On croyait que God Valley, la vallée du dieu, appartenait au gouvernement mondial, ou était un territoire des dragons célestes. Mais non, Oda s'est littéralement moqué de nous, et c'est génial. Car c'est un auteur qui piège volontairement ses lecteurs. Quand Sengoku a parlé de ça, jamais on n'aurait pu deviner que God Valley était en réalité le théâtre d'un génocide. On n'avait pas vu un tel twist de scénario depuis longtemps, et c'était fantastique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est le meilleur retournement de cet épisode. Comment les dragons célestes ont imposé leur autorité sur une île qui ne leur appartenait même pas, organisant une chasse à l'homme sans aucune émotion, comme si les vies humaines n'avaient aucune valeur. Mais revenons au pouvoir mystérieux des Gorosei. Je pense qu'une partie est due à leur fruit du démon, mais pour la régénération, je ne crois pas que ce soit lié au fruit. Cette capacité est exceptionnelle. Ivankov disait déjà qu'Imu pourrait être immortel. Il est donc possible que les Gorosei le soient aussi, mais pas grâce à un fruit, plutôt à un rituel démoniaque, ou quelque chose de similaire. Car l'entrée de Saturne à Egghead ressemblait à une invocation démoniaque, et ce cercle magique indique que la régénération est liée à ce rituel, ou au démon avec lequel ils ont passé un pacte, et qui prend la forme du yokai Uchioni, visible chez Saturne. Donc la régénération ne vient pas directement de leur fruit. Et comme on l'a dit, cette capacité pourrait être partagée entre Imu et les Gorosei. Peut-être qu'Imu a passé un pacte avec le roi des démons, et qu'il leur a donné l'immortalité, ou qu'ils ont fusionné. Ce serait pourquoi personne ne voit jamais Imu, sauf les Gorosei. Son apparence est peut-être démoniaque, ou il y a une autre raison. Peu importe, la capacité de régénération est terriblement dangereuse. Comment se battre contre un ennemi qui revient sans cesse, sans jamais mourir? Tu peux être aussi fort que tu veux, tu perdras face à ces démons. Et c'est le vrai défi actuel pour l'équipage du chapeau de paille. Comment vont-ils gérer cette menace? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, car le seul commentaire que j'ai à vous faire maintenant, c'est boum. L'attaque mystérieuse de Saturne repousse Sanji et les autres d'un seul coup, sans explication logique. Est-ce un nouveau haki? Un haki royal peut-être? Mais on sait que le haki royal fait perdre conscience.
Il ne fonctionne pas comme ça. Encore plus étrange, c'est la capacité de Saturne à paralyser ses ennemis. Sanji et les autres ne pouvaient plus bouger, ni sauver Bonnet, à cause de cette étrange aura. Et cela s'ajoute au pouvoir de faire exploser les têtes ou blesser d'un regard. Pour la paralysie, je pense que c'est lié au fruit de Saturne, qui pourrait émettre une aura de poison, rendant le mouvement difficile. Des ondes toxiques qui ralentissent les adversaires. La couleur de l'aura ressemble à celle du poison. Il est logique qu'une des capacités de Saturne vienne de son fruit, car on n'a pas encore vu tous les pouvoirs de son yokai. Quant à l'autre pouvoir, il est peut-être partagé avec les autres Gorosei, car le vice-amiral Doberman a averti les soldats de la marine que ceux de rangs inférieurs ne doivent surtout pas regarder Saturne. Autrement dit, il semble pleinement conscient de cette capacité qui s'active automatiquement lorsqu'il regarde des personnes faibles, tandis qu'il la contrôle consciemment face aux individus puissants, simplement pour les repousser violemment ou les attaquer à distance. Il est clair que tous les Gorosei possèdent cette faculté, au même titre que leur régénération, et cette capacité pourrait être liée aux combats qu'ils ont menés dans le passé, des affrontements qui leur auraient octroyé des pouvoirs mystérieux opposés au concept du haki, ou plutôt, pour être plus précis, des aptitudes qui vont à l'encontre même de la volonté humaine. Prenons l'exemple de Sanji. Il voulait sauver Bonnet avec une détermination inébranlable, et c'est justement cette forte volonté qui a entraîné une riposte brutale, le repoussant violemment. Puisque le haki découle de la volonté et de la force vitale d'un individu, il se pourrait que cette capacité, elle, soit née d'un mal absolu, un mal ancien, enraciné dans des siècles de ténèbres. Et voilà. Nous arrivons à la fin de cette analyse de l'épisode 1129. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager partout, envoyez-la à vos amis, et surtout, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne pour encore plus d'analyses puissantes autour du manga et de l'anime One Piece. Ciao!